Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Native Rhythm Session. Sur cette chaîne, nous rencontrerons des musiciens qui nous feront voyager à travers le monde en nous partageant leur univers musical et leurs connaissances. Aujourd'hui, je suis honoré d'être accompagné de Adriel Calvello et Grégoire Sanchez. Adriel, je t'ai rencontré à la jam du M-Rock de Pardieu, où tu as pu me parler de musique afro-péruvienne, de la richesse des musiques d'Amérique latine. Et tu fais partie des personnes qui m'ont donné l'idée de faire ce format et l'idée de partager toutes ces musiques. Donc déjà, je te remercie. Et Grégoire Sanchez, on se connaît pas. Encore. Et tu es batteur percussionniste avec plein de projets de musique d'Amérique latine sur Lyon. Et du coup, tous les deux, vous avez un lien singulier avec la musique afro-péruvienne. Donc, première question, comment la définiriez-vous et que représente-t-elle pour vous, cette musique ? Déjà, moi, en venant du Pérou, je suis né, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et du coup, la musique afro-péruvienne, faut aussi spécifier que c'est une des types de musique du Pérou, parce qu'il y a la musique des Andes, il y a la musique de la jungle, mais la musique de la côte du Pérou, c'est en très grande partie de la musique afro-péruvienne, afro-descendante, et à laquelle j'ai toujours été exposé depuis gamin, que ce soit dans le bus, que ce soit en passant dans la rue et voyant un musicien dans la rue, que ce soit en allant dans un resto et c'est le programme qui est habituel. C'est un truc qui est omniprésent, au moins à Lima où j'ai habité et grandi. Et moi, c'est une musique que j'ai découvert vraiment assez tardivement. Je me suis pas mis à la jouer directement, mais quand j'ai commencé à l'explorer, c'était le kiff, quoi. J'ai adoré les sonorités, le groove, le ressenti, et puis ça semblait naturel. C'est comme si j'avais toujours eu ça dans les oreilles toute ma vie. Du coup, c'est vraiment des racines et un résultat du métissage qui a eu lieu à partir de la culture afrodescendante et des différentes influences européennes et latines, si on peut dire ça. Au Pérou, c'est des couleurs que j'adore et que je trouve hyper spéciales et qu'on retrouve pas de masse ailleurs, quoi. Moi, c'est ça. Et moi, j'ai un rapport assez particulier à cette musique parce que, en fait, je suis pas du tout péruvien, que j'ai aucun lien, on va dire, de naissance ou dans mon éducation avec ces cultures-là et ces musiques-là, et encore moins afro-péruviennes. Et en fait, je suis arrivé à Lyon en 2015 et j'ai eu la chance de rencontrer un bouillonnement qu'il y a dans la ville qui est assez particulier autour des musiques du monde, et particulièrement des musiques afro-descendantes qui ont des origines latines. Et il y a beaucoup ici de musique afro-colombienne, afro-cubaine, et il n'y avait pas beaucoup de musique afro-péruvienne. J'ai eu la chance d'habiter avec quelqu'un qui était péruvien, Santiago Becerra, il s'appelle, et qui était aussi guitariste, et qui m'a fait découvrir tout ce paysage, toutes ces musiques. Et cette rencontre-là, mélangée au bouillonnement lyonnais, ça a donné la possibilité d'envisager de jouer vraiment cette musique avec des instruments d'origine dont on va parler tout à l'heure, et de développer un peu les dynamiques autour de cette musique. Et il faut savoir qu'ici, il y a une communauté quasi inexistante de personnes afro-péruviennes à Lyon. Donc ça donne pas non plus l'occasion de pouvoir rencontrer in vivo ici cette musique, de rencontrer des gens qui seraient porteurs ou porteurs de cette culture. Mais il y a quand même une personne, moi, qui m'a d'ailleurs grâce à qui j'ai pu tourner un documentaire autour de son identité afro-latine, qui s'appelle Anita Gallardo, qui est quelqu'un qui à Lyon représente, qu'elle le veuille ou non, parce qu'elle est la seule représentante de cette culture-là. Elle représente cette culture et on a organisé plusieurs événements de danse, de musique. On a fait le documentaire dont je vous ai parlé pour essayer de promouvoir, faire connaître et diffuser cette culture. Et elle m'a permis de découvrir un peu, déjà aussi d'une manière alimentaire, par la cuisine. Et plus largement parlant, j'ai découvert cette culture, et par les histoires qu'elle a pu me raconter, par les témoignages de sa vie, de sa famille, qui m'ont permis de mettre un pied un peu plus précisément dans la culture autour de cette musique et pas simplement cette musique. Mais pour recentrer sur cette musique, juste avant, vous nous avez interprété des morceaux de musique afro-péruvienne avec un cajon et une guitare. Est-ce que c'est essentiellement jouer avec ces instruments-là, ou c'est pas le format le plus représentatif ?
En fait, il y a quelque chose au Pérou. Anita, quand je lui parlais, a beaucoup insisté là-dessus. C'est qu'il y a quand même une différence assez importante entre les cultures de la côte péruvienne. Donc, c'est la côte Pacifique, si je ne me trompe pas. La côte Pacifique sur laquelle il y a énormément de villages peuplés de personnes afrodescendantes. Parce que historiquement, c'est là que ces personnes ont été relayées par les autorités espagnoles. Et c'est là qu'elles ont été le seul endroit où il y avait la possibilité de vivre et de se développer comme des communautés plus ou moins autonomes, même si elles étaient quand même sous la juridiction péruvienne. Et dans ces villages et ces communautés, la culture afro-péruvienne et la musique afro-péruvienne n'a pas du tout le même visage que la capitale, à Lima, où il y a plus une culture qu'on appelle criolla, créole, qui, elle, relève d'un mélange et d'une fusion entre différentes cultures, dont provient la guitare, qui est un instrument d'origine européenne, et d'où provient le cajon, qui lui est un instrument d'origine afro-péruvienne. Donc la forme cajon-guitare, c'est une forme qui relève à l'intérieur même du Pérou déjà d'un métissage particulier. Mais si on s'en tient à la culture afro-péruvienne plus brute, on peut dire, ou plus il y a pas de pureté en ce sens-là, mais disons plus dans sa forme communautaire et dans sa forme en termes de pratique culturelle, il y a une autre chose qui est très importante et essentielle, c'est la danse et les processions. Et qui dit procession dit aussi une marche. Et dans la culture afro-péruvienne, un des instruments principaux, sinon l'instrument le plus important, c'est pas le cajon, c'est pas la guitare, quoi que ce soit, c'est la voix et les pieds. Parce qu'avec les pieds, il y a ce qui s'appelle le zapateo, qui est une danse où on frappe le sol et qui est une forme de claquette qui peut être faite pieds nus ou en chaussures, et qui en réalité est faite dans les processions et qui est la forme communautaire par excellence de cette musique. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, distinguer aussi de quelle culture afro-péruvienne on parle. Est-ce qu'on parle de la culture de la capitale criolla ou la culture plutôt communautaire de la côte? Puis il faut aussi ajouter à ça que la documentation de ce métissage et de ce bouillonnement entre la côte et les communautés autochtones et puis les autres influences des autres parties du Pérou, c'est pas très bien documenté. Il y a des noms, il y a des trucs, mais c'est plutôt des traditions orales parce que ça vient de peuples et de gens qui ont transmis leur savoir ainsi, quoi. Mais pour être précis, de ce qu'on a joué ou de ce que vous pourrez entendre de ce qu'on joue, il n'y a quand même pas non plus tant de choses que ça qui sont vraiment afro-péruviennes. Si vous voulez aller écouter la musique afro-péruvienne contemporaine, par exemple, qui se rapproche plutôt de ces traits, de ces dimensions culturelles-là, qui ont aussi une partie non négligeable de métissage avec les cultures andines, vous pouvez aller écouter le travail de Miguel Bayumbrosio, qui est issu d'une famille, les Bayumbrosio, qui est une famille représentative de Chincha, une ville de la côte péruvienne. Et son dernier disque, c'est très représentatif de ce que ça peut être que voilà, les sonorités et les instruments, les rythmes qui sont utilisés dans la culture afro-péruvienne. Nous, on les utilise dans la musique qu'on fait avec Adriel, mais ça reste quand même assez différent des sonorités originales. Oui, il y a moins d'instruments mélodiques, c'est plus rythmique, en fait. Il y a du violon, par exemple. Et puis, il y a beaucoup moins, il y a un travail harmonique qui est beaucoup moins développé parce que la guitare amène aussi une richesse harmonique énorme. Chose qui est beaucoup moins centrale dans les musiques de fête ou les musiques de procession, les musiques cérémonielles de la côte. Mais du coup, le cajon, ça reste un instrument très emblématique du Pérou. Et est-ce que tu peux nous parler de ses origines et de son importance? C'est que pour répondre à ta question par rapport à l'importance du cajon et à la fonction du cajon dans cette musique, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que on voit que le cajon, c'est un instrument qui est entièrement de bois. Et pour des cultures afro-descendantes, c'est pas quelque chose de très commun. Parce que la plupart des cultures afro-descendantes d'Amérique latine, on voit que les instruments ont des cuirs, les cueros, c'est-à-dire des peaux animales. Et c'est des instruments qui sont sur des fûts de bois, mais joués avec des peaux. Et à l'image de beaucoup d'instruments directement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, qui sont instruments souvent montés sur fûts de bois avec des peaux. Et là, c'est un instrument en bois. Et ça peut et ça doit étonner, parce qu'en fait, au Pérou, à partir du XVIe siècle, quand il y a eu énormément un arrivage assez important de personnes issues de l'immigration et de l'esclavage orchestré par les Espagnols, les Afro-Péruviens n'avaient pas le droit d'utiliser leurs instruments et de chanter leurs chants traditionnels au Pérou. C'est-à-dire que ces personnes-là qui étaient africaines, de plein d'ethnies différentes, qui étaient des ethnies mélangées, ça c'est quelque chose d'assez important, ne pouvaient pas jouer leurs instruments ni leur culture et se retrouver tous dans un même espace, alors que d'ailleurs, pour la plupart, ils ne partageaient pas forcément d'éléments culturels en commun. Et à cette occasion-là, en fait, le cajon, à l'origine, c'est une caisse en bois qui était utilisée pour transporter de la marchandise dans des bateaux, qui a été transformée en instrument extrêmement primitif, parce que c'est vraiment une caisse avec deux sons et pour reproduire des rythmes
et des sonorités qui pouvaient exister en Afrique, mais qui étaient reproduites avec les moyens du bois. Et c'est devenu un instrument à part entière, avec ses sonorités, ses procédés de fabrication, qui a ensuite, à partir des années 70 en Europe, été exporté en Espagne et a intégré la culture flamenco, mais bien plus tard. Voilà, bien plus tard. Un élément distinctif qui est très important entre le cajon péruvien et le cajon espagnol, c'est que le cajon péruvien n'a pas de timbre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de petites chaînes en métal qui le font vibrer, qui le font avoir un son très aigu. C'est que du bois. Et quand c'est que du bois, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est pas tout à fait adapté à une guitare, par exemple. Quand il n'y a que du bois, c'est fait pour être tapé, en fait. Comme les instruments, d'ailleurs, comme les djembés, comme les dum-dum, qui, dans les musiques africaines, quand ça danse, le volume est très, très, très élevé. Et quand ça joue, ça tape, quoi. Et les mains, sont cornées. Et le cajon péruvien, il vient de là. Et quand c'est joué dans des célébrations, le cajon, il est tabassé. Une guitare à côté, ça n'a pas la place pour s'exprimer. Et donc ça vient aussi d'un métissage. Et ça peut être joué ensuite différemment. Mais dans le cadre du flamenco, la solution qu'ils ont trouvée à ça, c'est de mettre du timbre pour permettre au cajon de sonner plus fort en jouant moins fort. Donc de lui permettre d'avoir un volume qui soit acceptable avec une guitare, mais en ayant son timbre aigu. Parce que là, si je tape tout doucement, voilà, comme ça, vous l'entendez dans les vidéos, c'est pas très timbré. Le son du cajon timbré, c'est ça. Mais là, si Adriel il n'a pas d'ampli, c'est fini, on n'entend plus. Et donc voilà, donc le cajon, c'est un peu un instrument à l'origine de substitution qui est devenu ensuite un emblème culturel. Bah, merci pour ton explication sur le cajon. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait de ce que vous nous avez joué tout à l'heure, avec du coup Adriel, qui est amplifié cette fois, et Grégoire au cajon. Le morceau s'appelle Chincha. Donc voici ce premier morceau que vous nous avez joué tout à l'heure. Alors on a une vidéo live avec tous les autres morceaux qui se trouvent sur YouTube, sur la page NRS Music, Native Rhythm Session. Tous les liens sont présents sur la page Insta, donc abonnez-vous à la page Insta, je pense que c'est le plus simple. Et donc tout à l'heure on parlait de l'histoire du cajon avec Grégoire. Maintenant je te demande Adriel, comment est arrivée la guitare dans la culture afro-péruvienne? Ou du moins comment est-elle arrivée au Pérou? La guitare, comme Grégoire l'a dit, c'était une importation européenne et notamment, vu que c'est la culture espagnole qui est arrivée au Pérou, notamment de la guitare espagnole qui avait déjà une forme assez ressemblante à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de sonorité au début du 19e siècle. Il faut savoir que le Pérou s'est indépendisé de l'Espagne officiellement en 1821, mais le processus a duré jusqu'à presque moitié fin du 19e siècle. Du coup, c'est des influences surtout espagnoles et ça se voit beaucoup aussi dans la technique et les façons de jouer. Vu que cette musique qui viennent de racines populaires, elles ont aussi un lien très fort avec le flamenco, qui est aussi une musique populaire née par le peuple gitan en Espagne. Et il y a des techniques en commun, des sonorités à la guitare qui se sont transmises, remaniérées, réadaptées à ces différentes claves et rythmes pour faire un accompagnement dans lequel justement l'harmonie n'est pas l'élément primordial, mais surtout la mélodie, le chant commun, court et mémorable pour que ça puisse être chanté en communauté, et le rythme.
Et le flamenco, vu que c'est un style aussi qui ponce le rythme à fond, il y a plein de trucs qui sont, je pourrais montrer après, qui sont devenus cousins éloignés, puis il y a des liens de parenté. Moi, je trouve ça fascinant, mais après, c'est mon travail. Après, tu peux nous montrer les exemples maintenant. Dans le flamenco, il y a les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, genre comme le alzapua, qui est une technique que de pouces. Et les rasgao, qui sont tous les moyens de gratter les cordes, littéralement, qui ont été repris dans la musique afro-péruvienne sous une forme un peu différente. Par exemple, le toromata se joue comme ça. Et il y a plein d'accompagnements typiques de rasgao qui se font de façon assez similaire. Voilà le rapprochement. Mais du coup, vous avez joué plusieurs styles de musique afro-péruvienne. Vous avez joué un lando, un festero, la musique qu'on a entendue juste avant, une marineras. Et toutes ces musiques-là, elles sont définies par une clave ou un code particulier. En fait, comment fait-on pour les différencier, ces musiques ? Ouais, il y a des codes, comme tu l'as dit, qui sont très spécifiques à chaque style. Il y a notamment des claves de cajon typiques de chaque rythme. Là, en l'occurrence, je tiens à préciser, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, que c'est des réinterprétations, notamment les deux des trois morceaux qu'on a joués, voire les trois en réalité, des réinterprétations de ces rythmes qui sont joués d'une façon plus traditionnelle. Là, on les a maniés, on les a un peu décortiqués, défoncés par ici, par là. Même le lando qu'on vous a joué, c'est une composition propre et qui justement a un petit peu aussi de jazz et de fusion. On vous en parlera tout à l'heure parce qu'on a des projets ensemble avec Grégoire focalisés un peu sur ça. Mais en l'occurrence, c'est très lié à des claves, à des formes spécifiques. Par exemple, la clave typique du lando. Ouais, alors, juste le terme de clave, je sais pas s'il est très juste, parce que la clave, ça renvoie à des instruments, c'est des instruments cubains. Et en fait, c'est des pièces de bois qu'on utilise pour faire un rythme typique, notamment à Cuba, enfin plusieurs rythmes, mais un qui s'appelle la clave de son, qui fait ka, 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 ka. La clave, elle a une direction, elle a un sens, c'est-à-dire que là, on entend 1, 2, 1, 2, 3, mais on peut l'interpréter dans l'autre sens. C'est ça une clave, c'est-à-dire que c'est un motif rythmique qui n'a pas de variation à l'intérieur des sonorités, il n'y a pas de son grave ou aigu, il n'y a pas de différence de son, c'est un même motif rythmique qui se répète dans une cellule relativement courte. Et il peut y avoir des claves dans les pays de l'Est, par exemple, il y en a beaucoup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est une clave. Mais là, dans ces musiques-là, c'est un peu plus délicat parce que ce qu'on appelle clave renvoie en fait à un rythme au cajon, qui est déjà un rythme qui comprend des sons différenciés, des sons graves et aigus. Donc, c'est pas tout à fait des claves. On peut appeler ça des patterns ou des patrons rythmiques qui sont des bases rythmiques sur lesquelles vont se former et la danse et parfois les interprétations de guitare, de basse ou de sapateo dont je parlais tout à l'heure, les claquettes. Alors, si on parle du lando, il y a deux patrons rythmiques essentiels au lando. Un qui est commun à toute une famille de rythmes dont fait partie la marinera, dont fait partie la samacoca, dont font partie beaucoup de musiques dans d'autres pays d'Amérique latine, comme en Argentine, la samba. Il y a quoi d'autre La Bolivie, le payande, et tout ce genre de trucs aussi qui découlent plutôt dans la zone des Andes, mais centrale, quoi. Aussi au Chili, la cueca. Oui, la cueca chilienne, ouais. Et donc toute cette famille de rythmes-là, dont fait partie le lando, ont pour motif rythmique fondamental ça. 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. La particularité de ce motif-là, c'est qu'on peut l'entendre soit sur un modèle de la valse européenne, si on la compte en 3 temps. 1, 2, 3, quelque chose comme ça par exemple, ou on peut l'entendre sur un modèle d'ascendance plus africaine, avec une base rythmique qui n'est pas cette fois-ci binaire mais ternaire, c'est-à-dire qu'entre chaque pulsation, on peut mettre 3 coups. Et là, on a une autre interprétation, un autre univers interprétatif qui s'ouvre. Et déjà là, dans cette clave-là, dans ce motif rythmique-là, on entend un métissage possible, une rencontre possible entre deux univers rythmiques
qui sont assez différents mais qui coexistent en permanence. Maintenant, le deuxième motif rythmique qui cette fois-ci est plus immédiatement distinctif, qui permet de distinguer le lando des autres rythmes, c'est celui-ci qui est beaucoup plus récent, qui serait apparemment apparu avec une interprétation du Toromata dans les années 50, ce qui est quand même assez récent. Ça fait ça. La longueur, c'est 2 fois la longueur du motif rythmique précédent. Donc cette fois-ci, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. voilà. Si on compte en ternaire, on l'a comme ça. Ça, c'est les 2 éléments essentiels du lando qui se combinent. Et quand vous allez écouter le lando qu'on a fait, qui est une composition d'Adriel, vous entendrez les 2 rythmes qui coexistent en permanence. Ces 2 motifs rythmiques. Ouais. Du coup, je vous propose d'écouter un extrait du lando d'Adriel. Comme ça, nos auditeurs pourront essayer de retrouver les 2 motifs rythmiques du lando. Voilà, c'était un extrait du morceau Punto y Negra, composé par Adriel. Du coup, j'ai une question qui me vient tout de suite en tête. C'est comment vous arrivez à composer de nouveaux morceaux à partir de quelque chose qui est déjà très ancré traditionnellement, avec des codes très établis. Juste avant, on a parlé de patterns rythmiques. Toi, Adriel, comment tu fais pour composer une musique de lando, par exemple ? Ouais, c'est une très bonne question que moi-même je me pose quand je vais composer et que j'ai eu la chance de pouvoir poser à mes profs de guitare que j'ai eu au Pérou, notamment 2 grandes figures de la guitare péruvienne et afro-péruvienne de nos jours, Ernesto Hermosa et Andrés Prado, avec qui on a eu la chance de jouer et de qui vient une des compositions que vous avez jouées, le festejo qui s'appelle Chincha. Quand je leur ai posé la même question, Ernesto m'a dit un truc très juste et très adapté à cette situation, c'est que pour tout métissage, c'est une sorte de cuisine. C'est-à-dire, tu peux pas mélanger 2 ingrédients avant de savoir leur goût et leur fonctionnement précis à chacun. Sinon, la fusion, ça devient de la confusion. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est aller dans les enregistrements des trucs typiques et choper ce qu'ils font et ce qui fait que ça sonne tellement agréable, tellement groovy, tellement qui fait bouger, quoi. C'est surtout ça qu'il faut pas perdre dans ce genre de musique, parce que justement la fusion peut nous éloigner et nous faire partir très loin dans une direction même méconnaissable de ces musiques, et ça peut être un choix esthétique, mais en l'occurrence dans le projet qu'on a avec Grégoire et dans ce qu'on a décidé de faire, c'est de garder cette essence
en l'ouvrant, en l'explorant, en allant loin, mais jamais perdre de vue ce truc. Du coup, si je peux donner un exemple, pour continuer avec le lando, le pattern ou la façon typée de jouer du lando à la guitare, avec l'accompagnement de cajon, c'est... Et avec ça, j'ai décidé de garder la même harmonie, par exemple, garder certains éléments, les placements rythmiques, mais varier un peu le débit. Et faire des variations comme ça, et ça peut porter loin. Une fois que tu varies l'harmonie, t'as plein d'éléments comme ça que tu peux décortiquer et faire dérouler comme des dominos. Et ça crée des trucs. Après, il faut beaucoup de recul et de perspective pour bien comprendre si t'es pas en train de confondre des trucs et de faire du n'importe quoi. Mais c'est ça à peu près mon processus. C'est assez aléatoire et ça part de différents trucs. Mais à chaque fois, un élément précis qui vient de la musique traditionnelle. Et toi, Grégoire, est-ce que tu écris Moi, j'écris très peu. En tout cas, j'écris pas dans ces styles-là. Et ce que je fais, c'est que plutôt je propose des arrangements rythmique ou au cajon ou à la batterie. Et là, c'est plus... effectivement, ça va plus dépendre de l'intention qu'on veut se donner. C'est-à-dire qu'on part tout le temps du matériel d'Adriel, de ses compositions, voire parfois même de ses idées d'arrangement pour la batterie ou pour le cajon. Et de là, on essaie d'identifier par exemple des chemins qu'on aurait envie de prendre et de tenir pour éviter de trop se disperser, parce que c'est le risque avec le type de musique qu'on fait et les arrangements qu'on propose, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas une unité forte qui ressort du morceau parce qu'on est en train de mélanger, de faire de la fusion et de mélanger des éléments. Et pour ça, on essaie de se donner des lignes directrices fortes et de s'y tenir. Et pour ça, comme il a dit, je pense pour moi, une des meilleures manières de proposer des arrangements, c'est de rester proche de la précision et de la technicité des styles dont je vais m'inspirer. Et pour le coup, je pense qu'on n'a pas un processus créatif qui est extrêmement expérimental, au sens où il laisserait la place à une exploration débridée de l'imagination. C'est pas tout à fait la perspective de création dans laquelle on est. C'est plutôt une perspective de coller à des univers, de les faire se rencontrer, tout en étant dans une exigence stylistique à chaque fois qu'on mélange des approches. D'accord. Merci pour vos explications. C'était vraiment super passionnant. Et on pourrait en parler pendant des heures, mais je vois juste que l'heure tourne. Et on va déjà arriver à mes dernières questions. Donc je vais vous poser quelques questions pour donner des pistes d'écoute à nos auditeurs. Par exemple, si vous deviez choisir une musique qui donne envie de faire la fête, un festero en particulier, laquelle choisirez-vous ? Pour moi, il y a un très classique que j'ai toujours écouté depuis gamin, c'est le Inga, qui est vraiment classique. I-N-G-A. Je trouve n'importe quelle version, ça va être la fête. Oui, il y en a un, en fait, c'est étonnant parce que dans le festero, il y a des styles qui vont être très mineurs, des festeros, c'est-à-dire d'un point de vue harmonique et mélodique, qui vont plus véhiculer le poids ou d'une tristesse ou d'une forme de difficulté de l'existence, de dureté de la vie. Et t'as, à l'inverse, des festeros qui sont très majeurs, très joyeux, vraiment qui donnent envie de faire la fête sans se poser de questions et en étant à fond dans la célébration. Et dans ces festeros majeurs, il y en a notamment un qui s'appelle Don Antonio Mina, dont les paroles sont terribles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de dire sur une mélodie très majeure qu'il vient de tuer sa femme avec un énorme couteau, quoi. Et il vient de la buter. C'est comme ça, c'est Don Antonio Mina, mato a su mujer, c'est la fête. Et juste après ça, paf, changement dans les paroles. Et il y a quelqu'un qui passe dans la rue avec, je sais pas, c'est des glaces. J'ai pas les paroles. Avec quelque chose à manger. Et c'est comme si c'était un spectateur qui voyait dans une maison des gens qui sont en train de... quelqu'un qui est en train de tuer sa femme, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient donner une charrette dans laquelle on peut acheter des fruits ou des glaces, et on va acheter quelque chose. Et en fait, ça dépeint comme ça, de manière très étonnante, un quotidien qui est très dur, voire dramatique, mais sur une modalité qui est très joyeuse, et avec un rythme et une manière d'apprécier la musique qui, elle, est très dansante et aussi très joyeuse. Donc moi, je dirais que ce festero-là, je le trouve assez représentatif de toute la complexité culturelle et musicale de ce style-là. Puis toujours un rapport avec la bouffe. C'est toujours la bouffe. C'est très important. Même moi, dans mes compositions, il y en a au moins 3 qui ont des titres avec des noms de bouffe. Parce que moi, ça m'inspire personnellement. Et enfin,
Une musique qui te rend nostalgique Ah, ça va être un classique, mais il y a une valse créole que moi j'adore et qui est peut-être, je trouve, la plus belle, qui s'appelle Regresa, de Lucha Reyes, une grande chanteuse, et qui a une voix très particulière et très très belle. C'est pour moi une des valses les plus déchirantes qui existent. Moi qui fais penser au Pérou, Non, pas forcément, mais une musique qui te rend nostalgique. qui me Quoi. rend nostalgique, il y en a une. Ouais, il y en a une. Alors, vous la trouverez peut-être pas facilement sur Internet, mais c'est une composition de Santiago Becerra, le guitariste qui m'a fait découvrir sa musique et avec qui j'ai joué, qui s'appelle Lima. Et il aimait bien présenter ce morceau, il aime bien présenter ce morceau comme étant les souvenirs que lui a du Capharnaüm dans les rues de Lima, du bruit des klaxons, de l'ambiance pesante, de l'humidité ambiante dans l'air et du temps qui est apparemment tout le temps très gris. Et ça lui fait penser à ça. Et dans ses mélodies, dans son harmonie, c'est extrêmement mélancolique et touchant. Donc je dirais que ce morceau-là. Et enfin, pour conclure cet épisode, petit instant promo, où est-ce que l'on peut vous retrouver et vous écouter ? Mais du coup, pour faire le lien avec la valse dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a un truc très typique dans la musique créole, du coup, qui s'appelle le tundete. Le tundete, c'est une onomatopée qui décrit l'accompagnement de guitare de ce genre de style, alors qu'une valse européenne va être accompagnée. Là, c'est plus savoureux, c'est. Et quand le mot m'est revenu à l'esprit, quand on est parti pour faire un projet avec Grégoire, on s'est dit, allez, on fait le Tundete Quartet, qui est notre groupe avec nos chers contrebassistes et saxophonistes / flûtistes Léo Messina et Lisa Bertrand. Et puis voilà, c'est un projet que je suis très heureux de partager et de faire avec ces grands musiciens qui sont aussi des grands amis, dans lequel, ouais, c'est ça, on reprend du répertoire, on réarrange du répertoire et en l'occurrence, je compose du répertoire qu'on arrange tous ensemble en se nourrissant de nos idées, en essayant de justement rester sur une même ligne directive. Voilà, le Tundete Quartet. Eh bien, merci à vous de nous avoir partagé ce moment. Merci à toi, Arnaud. C'était le Tundete Quartet, ou du moins Adriel et Grégoire du Tundete Quartet. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour rester au courant de vos prochaines dates sur Lyon. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller écouter le live de Adriel et Grégoire sur la page YouTube de Native Rhythm Section. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Native Rhythm Section.